J'espère que vous allez bien. Certains d'entre vous me connaissent déjà, d'autres peut-être pas, et c'est pas très important finalement. Je m'appelle Owen Simonin, je suis vulgarisateur et je fais des contenus. Je crée des vidéos qui parlent de blockchain et de crypto-monnaie depuis maintenant 7 ans, ce qui à l'échelle de ma vie est très long. Et je suis également l'entrepreneur qui a cofondé la société Meria, qui est une société d'investissement dans le monde des crypto-monnaies. Et aujourd'hui, on m'a donné une mission assez compliquée. En 20 minutes, le chronomètre n'a pas commencé d'ailleurs. Je préférais vous le dire, parce que sinon je vais découvrir qu'il me reste 2 minutes beaucoup trop tard. Merci beaucoup. C'est toujours 45 secondes que j'ai gratté. Je dois aujourd'hui parler de ce qui s'est passé en 2022, comme si ce n'était pas déjà suffisant de l'avoir vécu. Je vais donc revenir sur ce qui s'est passé en 2022 dans le monde de la blockchain et des crypto-monnaies, principalement des crypto-monnaies, vous allez voir pourquoi. Et ensuite, on va faire le point sur 2023. Qu'est-ce qu'on peut attendre de 2023 ? Qu'est-ce que l'on sait déjà ? Et surtout, qu'est-ce que l'on ne sait pas, mais qu'est-ce qui se passe également dans les coulisses des entreprises et du régulateur en 2023 ? Pour traiter tous ces sujets-là, il m'aurait fallu 8 heures, donc je vais devoir être succinct et je vais devoir aller droit au but sur plusieurs choses. Mais je vais essayer quand même de vous donner une vision assez complète et surtout de vous partager comment je le ressens. Je vais également parler d'argent et de crypto-monnaie. Généralement, quand je viens ici, je parle de blockchain, de technologie, et j'essaye de revenir sur les NFT, le Web3, la DeFi, qu'est-ce que ça peut ouvrir, et parler un petit peu de potentiel. Je sais que tout le monde dans cette salle n'est pas crypto, et pourtant, si on parle de ce qui s'est passé en 2022, on doit parler de pertes, on doit parler de problèmes financiers, on doit parler de crash d'écosystèmes, et on doit parler globalement d'un monde des crypto-monnaies qui perd considérablement de la valeur. On est obligé de le faire parce que c'est le plus important pour comprendre l'état des différentes sociétés et projets de cet écosystème. Alors c'est par ça que je vais commencer. 2021, hausse des crypto-monnaies, le Bitcoin s'envole et touche les 67 000 $. C'est la seule bonne nouvelle du pitch. Et là, tout commence. En 2022, naturellement, après cette hausse fulgurante, le marché a corrigé. À peu près tout le monde s'y attendait parce que ce sont des cycles dans le monde de la crypto-monnaie, mais c'est toujours pareil. On ne sait pas quand, on ne sait pas à quel point ça va corriger violemment, on ne sait pas à quel point les crypto-monnaies vont perdre de la valeur, est-ce que ça va baisser maintenant ou est-ce qu'on a encore du temps ? Bref, tout ce que l'on sait, c'est que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et que les crypto-monnaies ne pouvaient pas prendre de la valeur encore et encore indéfiniment. Globalement, Bitcoin quitte les 67 000 $ et commence à perdre énormément de valeur début 2022. Jusqu'à un premier Black Swan, un premier événement marquant qui est venu marteler la panique sur le marché et qui a accéléré encore plus la baisse des cours. La première grosse surprise de 2022, c'était l'écosystème UST Terra Luna. Un écosystème de finances décentralisées, donc ce n'est pas une plateforme, ce n'est pas une entreprise qui détient l'identité de ses clients, non, c'est une crypto-monnaie qui a un écosystème et qui pèse à ce moment-là un peu plus de 45 milliards de dollars. Et le pire, ce n'est pas simplement 45 milliards de dollars qui disparaissent en quelques jours, même si c'est déjà pas mal. Le pire, c'est le fait que dans cet écosystème, il y avait un stablecoin, c'est-à-dire une crypto-monnaie qui est censée rester stable. C'est-à-dire, vous ne perdez pas simplement de l'argent sur une crypto-monnaie où vous ne vous y attendiez pas et vous avez perdu beaucoup, pour ne pas dire tout. Non, vous perdez de l'argent sur une ligne de votre portefeuille. Et quand je dis vous, ça peut être vous, mais ça peut être une entreprise, un projet, une institution qui va perdre de l'argent sur une ligne de son portefeuille qu'elle n'avait pas du tout anticipée. Une ligne où elle avait justement décidé de ne pas s'exposer aux crypto-monnaies volatiles pour conserver de la valeur et pour finalement avoir une certaine stabilité. Et là, gros mouvement de panique. On est toujours sur une année de baisse, les crypto-monnaies perdent toujours de la valeur et en plus de ça, 45 milliards de dollars viennent de s'envoler, tout le monde panique et des gens qui croyaient dur comme fer en la finance décentralisée sont effrayés et cherchent à se repositionner. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a un doute sur la finance décentralisée ? On va sur une institution centralisée, de confiance, un organisme qui ne nous décevra pas. Et il y a deux grosses entreprises à ce moment-là. Alors évidemment, il y a les sociétés françaises qui sont des super alternatives, qui sont très prisées par les Français d'ailleurs, mais il y a deux géants, deux monstres de l'international, Binance et FTX. Mais Binance vient de se réguler en France. Et comme Binance vient de se réguler en France, il ne propose plus tous les produits. Il ne propose plus les effets de levier. Il ne propose plus tous ces produits dont sont friands les investisseurs. Et donc, naturellement, une grosse partie de la communauté française va protéger ses fonds chez FTX. Et ouais, non, je vous ai dit, hein, c'était vraiment
C'est un traumatisme en fait 2022 pour beaucoup de projets, pour beaucoup d'entrepreneurs. Il y a même des boîtes du CAC 40 qui voulaient se lancer dans les crypto-monnaies et après ils sont venus en mode ouais non, on va attendre 4 ans. On reviendra, mauvaise idée, mauvaise réflexion en interne, on va se repositionner. Que s'est-il passé? FTX, la société, le deuxième plus gros échange de crypto-monnaies au monde, s'effondre, se retrouve insolvable et ne peut pas rembourser ses clients. Et là, la panique part en crise généralisée. Premièrement, parce que les gens ne savent plus vers quoi se tourner. CeFi ou DeFi, plateforme centralisée ou décentralisée. Il y a des gens qui ont essayé de tout éviter et ils ont pris toutes les paumes. Ils ne savent même pas comment se positionner. Les crypto-monnaies, donc même les crypto-monnaies dans lesquelles on a des vraies convictions, elles s'effondrent et elles perdent de la valeur. Et là, ça devient très compliqué. Et là, on observe différentes choses. De la capitulation, des gens qui vendent et qui disent « Ok, j'ai trop perdu, je ne peux pas me permettre, je sors ». D'autres personnes qui se disent « Ok, j'ai réussi à pas trop perdre, j'ai eu quelques bonnes positions, donc c'est maintenant que je vois de la panique, c'est maintenant que je peux me positionner. » Et on arrive tout doucement sur un mois de décembre, un Noël 2022, avec un Bitcoin à moins 75% de sa valeur, à peu près aucune plateforme fiable, personne, ou du moins on doute d'à peu près tout, et la plupart des... Ah oui, bah c'est l'Owen Man Show en fait, ça vient de là. Et on se retrouve dans une position où... Celle-là, je ne l'avais pas vu venir. Et on se retrouve... Non, ça va, on est large. À la fin, je vais faire une roulade, je suis sûr que ça va passer. Et on se retrouve dans une position où l'année 2022 était catastrophique, et il y a des gens qui se retrouvent non seulement avec des convictions, mais qui n'ont plus les moyens financiers et les ressources de les suivre, des mauvaises entreprises qui étaient là juste pour surfer la vague de 2021 et qui étaient là pour vendre à qui était prêt à acheter, qui concrètement ne trouveront plus d'acheteurs parce qu'il n'y a plus de demande, et des bonnes entreprises qui ont des vraies solutions et qui sont capables de répondre à des vrais besoins qui ne trouvent plus leurs clients. Parce que leurs clients sont terrorisés et sont protégés, tout simplement, sortis de ce marché, en attendant un meilleur momentum pour revenir sur les crypto-monnaies. Et là, ça devient compliqué. Pourquoi? Parce que dans le monde des NFT, dans le monde du Web3, c'est des projets long terme. On est sur des cycles qui vont permettre de développer des vraies solutions à 6, 12, 24 mois. On parle de métaverse. Waouh! La réalité, c'est qu'entre le métaverse qu'on nous décrit aujourd'hui et le vrai métaverse qui va peut-être tout changer si un jour il existe, on a peut-être 4, 5 ans. Les grandes entreprises commencent maintenant. J'ai vu des gens qui disent plus loin, plus loin. En attendant, il va y avoir des délais. Et c'est pour ça que le temps, c'est important. Le temps, c'est de l'argent et c'est vrai dans le monde des crypto-monnaies plus que nulle part ailleurs. C'est vrai également dans le monde de la technologie. On est obligé de parier et d'investir aujourd'hui sur les solutions qui deviendront courantes et qui seront des standards dans 5, 8 ans peut-être. En attendant, c'est maintenant qu'il faut s'investir. Et c'est maintenant qu'il faut réussir à trouver du financement et des ressources pour créer une solution qui va réellement créer de la valeur demain. Et donc ça devient compliqué quand la marée se retire et qu'il n'y a plus beaucoup de liquidités dans le monde de la crypto-monnaie. Et c'est le point de départ de cette année 2023. Une année qui en a tétanisé plus d'un et qui pourtant a malgré tout ouvert certaines opportunités, car mine de rien, s'il y a une seule courbe qui continue son adoption, qui continue sa croissance, c'est justement le nombre d'utilisateurs qu'il y a dans le monde de la blockchain et des crypto-monnaies. Il y a moins d'intérêt, il y a moins de précipitation, il y a beaucoup moins d'investisseurs. Mais il y a quand même un intérêt croissant pour la technologie de la blockchain, les crypto-monnaies et tous les usages qui en découlent. De la finance décentralisée et des produits financiers crypto, aux États qui se lancent et qui veulent créer des CBDC, donc les crypto-monnaies de banque centrale, aux grandes entreprises qui se disent « Ok, maintenant on a 18-24 mois, on commence le projet maintenant », aux petits projets qui eux aussi ont des solutions et veulent apporter tout simplement leur pierre à l'édifice, mais qui se retrouvent avec des problèmes de liquidité. Et 2023 commence comme ça. Une petite chose que je veux placer pour ceux qui sont dans le marché des crypto-monnaies. UST, c'était le 11 mai, FTX, c'était le 11 novembre, et on a eu le 11 mars USDC qui nous a fait peur quand même. Maintenant, aux premières semaines du mois, je regarde vraiment l'horloge et je me fais très peur. En attendant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est aujourd'hui dans une phase où il y a deux grands axes. La première chose, c'est le momentum et ce marché, qui du coup, avec les complexités et le manque de liquidité, va donner des opportunités à certains, et il y a des vrais coups à jouer, parce que justement, aujourd'hui, c'est compliqué de le faire. Aujourd'hui, il faut avoir une vraie pertinence pour créer une solution et pour la livrer. Alors qu'à l'époque où c'était facile, tout le monde le faisait. Et c'était exactement le cas. En 2021, vous aviez n'importe quelle idée nulle,
Si vous arriviez à la pitcher, vous arrivez à lever des fonds. Mais c'est ça. À un moment, il faut se confronter à la réalité. Il y en a qui imprimaient des chiens colorés. Il y en a d'autres qui disaient les banques centrales devraient avoir honte de nous imprimer des billets. Et les mecs qui rentraient le soir nous faire des NFT à 10 000 toutes les 2 semaines et ils les vendaient. Il y avait vraiment, c'était une euphorie, c'était n'importe quoi. Il y avait des solutions qui étaient utiles, qui elles ont pris de la valeur, mais il y avait quand même beaucoup de trucs totalement inutiles que vous avez vendus dans votre portefeuille. Vous avez des œuvres d'art, vous avez des projets Web3 qui ont juste rajouté le mot nucléaire dans leur projet, qui se sont juste mis métaverse, et la semaine dernière, ils ont rajouté IA. C'est ça, globalement, la tendance d'investisseurs et de financement. C'est exactement ce qui s'est passé. Le problème, c'est qu'à un moment, il faut payer les salaires à la fin du mois. Et donc, soit on a une vraie narrative, un vrai projet, et là, on peut aller chercher des fonds sur quelque chose de durable et de tangible, soit on était juste là pour se raconter des histoires, et malheureusement, quand Bitcoin ne nous fait pas tomber de l'argent dans la poche tous les jours, eh bien, on ne peut plus payer ses équipes sur ce rêve et sur ces mensonges. Alors, maintenant, 2023 est une année pour construire, et tant mieux. La première chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a les gros combats qui se font en coulisses. C'est-à-dire que même si on ne le voit pas, même si c'est plutôt calme, c'est aujourd'hui en coulisses que des gros sujets de la blockchain et des cryptos sont discutés. Un exemple tout bête, au niveau français, le 28 mars sera votée une loi qui veut tout simplement interdire la communication sponsorisée sur les projets crypto. Simple. Si cette loi passe, toute communication sponsorisée, d'accord, toute communication publicitaire d'influence sera totalement interdite. Étant donné que le marketing communautaire est très important parce que la blockchain, ce sont des communautés, si c'est voté le 28 mars, il n'y a strictement plus aucune pub. En parallèle de ça, au niveau européen, on va commencer les discussions sur MiCA 2 et sur la régulation des NFT et de la DeFi. NFT qui sont le cœur même et qui sont un outil indispensable du Web 3. Pas de NFT, pas de Web 3. Et on ne sait toujours pas comment est-ce que ça va être structuré. Si demain un NFT est considéré comme un produit financier, aucune start-up ne pourra créer son produit Web3 en ayant la bonne licence. Personne n'aura accès à ça. Et pourtant, ce sont des discussions qui vont passer dans les mois qui viennent et des gros débats qui vont commencer sur l'année 2023. Et aux États-Unis, carrément, tout ce qui n'est pas Bitcoin va devenir un security, un produit financier, qui aurait dû être enregistré auprès de la SEC. Donc même si on est dans une année calme, parce que la plupart des bateaux ont brisé leur mât en 2022, même si les gens avancent doucement et que le marché est beaucoup plus calme, c'est aujourd'hui que va se jouer toutes les bases et finalement tous les standards, tout le socle technologique et également le cadre réglementaire sur lequel on aura ou non le droit de construire l'année prochaine, dans 4 ans ou dans 8 ans, pour ces fameuses solutions qu'on aimerait créer, que ce soit dans le métaverse ou tout ce qui touche au monde du Web 3. Et ça, c'est très délicat parce qu'il faut demander du coup de l'énergie aux gens. C'est le moment d'éduquer le régulateur, c'est le moment d'expliquer ce qui se passe, c'est le moment de parler de la technologie et de ce qu'on peut en faire et de pas simplement parler des 2-3 problèmes qu'il y a eu en 2022, aussi gros soient-ils. Et c'est le problème parce que ça a donné des excuses aux régulateurs. Ça a donné un exemple et une bonne raison pour mettre une loi très stricte qui ne permettrait pas d'innover. La deuxième chose, c'est qu'on manque toujours de visibilité. On n'en a pas. Alors oui, il y en a certains qui vont aller sur Twitter, ils vont vous croiser 2 courbes et ils vont vous dire quand la Lune passera ici, le Bitcoin montera à 35 000 $. Ça aussi, c'est une blague. Personne ne le sait. Il n'y a pas de magie. D'accord ? Est-ce que Bitcoin, qui vient de toucher les 27 000 $ tout à l'heure, est-ce que Bitcoin est en train de recommencer une hausse ? Est-ce que Bitcoin a simplement pris un petit peu de valeur parce qu'on a une instabilité et qu'on a des doutes sur les banques américaines ? Est-ce que globalement, ça va se réeffondrer la semaine prochaine ? On ne le sait pas. Plus on est sur du court terme, et même si beaucoup d'influenceurs vous diront où ça va aller, concrètement, à quelques semaines ou à quelques mois, on n'en sait rien du tout. D'accord ? C'est un pile ou face. Certains arrivent à se dire, il y a plus de chances que ce soit pile que ce soit face, mais je ne suis même pas d'accord avec ça. Globalement, la technologie, c'est une valeur long terme, et si on veut parier sur les crypto-monnaies, si on veut parier sur la blockchain, on doit parier sur le jour où on les utilisera tous les jours sans même le savoir. Et ça prendra beaucoup de temps, et donc c'est pour ça qu'il faut prendre des positions de conviction long terme et ne pas essayer de chercher la pépite qui va se valoriser à la fin de la semaine ou à la fin du mois. Le problème de ce manque de visibilité-là, c'est qu'il faut de la liquidité. Et c'est à ce moment-là que la plupart des entreprises et des projets vont chercher non seulement du soutien vis-à-vis de leur communauté, mais également vis-à-vis de leurs investisseurs en général. Et c'est maintenant que vous allez voir le plus d'opportunités. C'est maintenant que vous allez voir énormément d'entrepreneurs vous dire, voilà, je ne sais pas, est-ce que j'ai 6 mois de cash, est-ce que j'ai 12 mois de cash ? Et surtout, je dois préparer aujourd'hui et continuer d'investir. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas simplement de faire le dos rond pour traverser la période délicate. Le but, c'est de mettre aujourd'hui des ressources et des moyens pour pouvoir construire les outils qui vont en réalité permettre de construire le monde du Web 3 de demain. Et c'est maintenant que les meilleurs coups sont à jouer. Après, il y a ce fameux mème que vous avez probablement tous vu sur Twitter où quand le Bitcoin est à 67 000 $, tout le monde en parle, tout le monde se jette dessus, tout le monde en veut.
Quand il est à moins 80% de sa valeur, plus personne n'en parle, plus personne ne veut acheter ce truc. Et c'est simple, mais ça a été exactement la même chose en 2017. Alors évidemment, on n'a pas de certitude. On ne sait pas si dans 3 ans, les crypto-monnaies vont reprendre de la valeur. On ne sait pas si on aura un métaverse vraiment intéressant qui sera proposé par une société qui en a peut-être autour de nous, ou qui sera proposé par un Blizzard, ou qui sera proposé par un géant de l'industrie qui va arriver avec un monstre préparé depuis 4 ans et nous dire voilà, ça c'est le standard de demain, ça c'est le Web 3. Mais tout ce que l'on sait, c'est quoi qu'il arrive, c'est aujourd'hui que tout se joue et qu'on doit profiter de ce temps mort. Parce que ce temps mort, c'est une curation. Cette curation a donc tué les acteurs les plus fragiles, mais a également fragilisé les acteurs sérieux, qui eux vont devoir redoubler d'efforts. C'est aujourd'hui qu'on va voir la différence entre ceux qui partent en déroute dès qu'il y a une complexité et dès que le marché tourne un petit peu de l'œil, ou ceux qui au contraire se positionnent et continuent à travailler dur en livrant. C'est là qu'on peut avoir les meilleures idées et c'est là qu'on peut avoir les meilleurs débats. C'est là que toutes les communautés vont devenir accessibles. Tous les projets qui étaient hors de prix, toutes les instances et toutes les équipes qui ne répondaient plus à vos mails support, qui ne répondaient plus à votre contact, c'est maintenant que les gens vont avoir de l'intérêt pour la communauté qui reste. Si vous êtes un membre de cette communauté, c'est réellement maintenant que vous devez consacrer, que vous devez vous investir. On en revient toujours aux mêmes choses dans le monde de la blockchain et des crypto-monnaies. Il y a 3 choses qu'on peut investir, soit du cash, parce qu'on en a, mais c'est risqué. C'est un métier d'investisseur, et globalement, soit c'est du pile ou face pour la plupart des gens, soit c'est un bon moyen de se casser la figure, il faut être franc. La deuxième chose, c'est investir de la compétence. La particularité avec le monde de la blockchain, c'est que c'est une surcouche technologique. Que vous soyez dans le monde de la musique, que vous soyez dans le monde du sport, que vous soyez dans le monde du jeu vidéo, ou que vous soyez dans un domaine bien précis, informatique ou de code, votre expertise servira à une solution blockchain. Tout comme à l'époque d'Internet, pas besoin d'être développeur pour aller bosser chez Spotify. Vous pouviez avoir une expertise dans la musique qui pouvait vous donner une place. C'est exactement pareil. Chacun peut, à sa manière, se rapprocher de communautés qui vont profiter de son expertise. Et aujourd'hui, en investissant simplement du temps, réussir à prendre une place. Et la toute dernière brique, ça va être du soutien. Un soutien qui va être durable et de concentrer justement ce temps que nous avons aujourd'hui, parce que c'est la ressource la plus précieuse et on l'oublie en bull run, mais on s'en souvient très facilement pendant le bear market. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est les moments où il n'y a pas toujours autant de monde, c'est les moments où il y a beaucoup moins de gens qui s'intéressent à la crypto-monnaie, et c'est pourtant les moments où moi, personnellement, je suis en train de positionner mes billes. C'est les moments où je suis en train de restructurer mes entreprises, c'est le moment où on a pu avoir des bonnes ressources humaines, c'est les moments où on a pu lancer les bons chantiers parce qu'on a sorti la tête du guidon. On a pris du recul et on arrête de penser à comment est-ce qu'on mangera demain. On arrête de penser à qu'est-ce qu'on doit livrer demain à nos clients qui viennent toute la journée nous demander de nouvelles solutions. Non. Si on arrive et s'il y a un temps pour faire des profits et pour travailler sur des nouvelles solutions et pour les livrer, c'est parce qu'il y a également un temps pour se dire qu'est-ce que l'on doit construire et qu'il y a un temps pour travailler, fournir de l'effort et essayer de construire ce qu'on va distribuer au marché et ce qu'on livrera en essayant de créer un maximum de valeur dans les prochaines années. J'ai super soif. Non, mais c'est ça, j'avais pas de faim. Mais c'est pas... Bon, après, je veux dire, c'est pas les conférences les plus simples, mais la conférence la plus dure, c'était quand même celle juste avant, FTX, UST, tout ça. Mais la réalité, c'est qu'il y a une grande différence sur les 3, 4, 5 dernières années, c'est que ces salles sont de plus en plus remplies. Les gens sont maintenant convaincus. Alors vous pouvez être convaincu de la crypto, vous pouvez être convaincu d'une technologie, vous pouvez être convaincu de tout ce qui est virtuel, du Web 3, ou vous pouvez être convaincu de la blockchain et de l'intelligence artificielle. Mais on n'a pas encore cette fameuse blockchain d'intelligence artificielle. Vous pouvez être convaincu que c'est une tendance, que ça arrive parce que ça, notre cerveau et les biais cognitifs, on arrive à le comprendre. De toute façon, c'est simple. Quand vous commencez à ouvrir ChatGPT pour savoir comment faire une omelette à la place d'ouvrir Google, vous savez qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer. D'accord ? Il y a des gens qui ne connaissent pas du tout l'informatique. Mon grand-père n'utilise absolument pas les technologies. Et pourtant, aujourd'hui, la moindre recherche, la moindre question, il a besoin de se faire une partition, il va parler à ChatGPT. C'est effrayant. C'est effrayant parce que c'est évident. C'est-à-dire que c'est intuitif. On ne va pas le consulter parce que c'est une intelligence artificielle, parce que c'est cool, parce que c'est nouveau. Non, on va le consulter parce qu'on pense réellement qu'il va nous apporter la meilleure réponse à notre question. Et c'est pour ça qu'on a Microsoft qui... Il n'est pas dans la salle. On est pour ça qu'on a Microsoft qui commence à se poser des questions sur la technologie et qui investit terriblement. C'est pour ça qu'on a Google qui a peur et qui se prend un coup de pression, parce qu'on sent qu'il y a un changement. Et normalement, si on est vraiment dans la technologie, si on est vraiment proche de cet écosystème, on a même un peu peur. On a ce sentiment que ça va vite. Eh bien, c'est exactement ce que j'essayais de vous dire. Ce sentiment que ça va vite, c'est parce que ça va vite et peut-être sans nous. Ce sentiment que ça va vite, c'est parce que ça va vite et peut-être qu'on n'a pas tout compris. Peut-être qu'il y a une opportunité qu'on va rater, et ça, on le sent, parce qu'on n'a pas le temps.
Et ce que je veux vous dire, c'est que dans le monde de la blockchain et dans les crypto-monnaies, qui est mon sujet aujourd'hui, pour la première fois depuis 3-4 ans, on a du temps. Et c'est maintenant qu'il faut prendre le temps de faire un pas en arrière et de se poser les bonnes questions. Merci beaucoup. Je ne fais pas de conseils en investissement, mais j'ai 40 secondes pour répondre à vos questions. Hop. Vous pouviez pas être assis plus bas. Salut Owen, merci pour cette brillante présentation. Je suis Jean-Christophe Chebet, Faber Novel. Une question, tu as peut-être oublié une bonne nouvelle, c'est que le Bitcoin a repris des couleurs, mais surtout candidate pour un statut de valeur refuge qui n'a pas joué en 2022. Comment tu vois ça ? En 2021-2022, c'était une valeur spéculative. On était sur un moment où Bitcoin, c'était un bon ou un mauvais investissement. Naturellement, il y a eu énormément d'impression de liquidité, il y a eu énormément d'investisseurs qui se sont tournés vers le Bitcoin parce qu'il a offert une grosse opportunité d'investissement, tout simplement. Et donc, quand les marchés et les investissements du monde traditionnel ont perdu de la valeur, il y a eu des besoins de liquidité et ça a également fait baisser Bitcoin. C'est pour ça que Bitcoin, qui était censé être à l'inverse du monde de la finance traditionnelle, y était plutôt corrélé. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu 4 nouvelles qui, pour moi, sont les composantes de cette fameuse hausse sur Bitcoin. Premièrement, on avait tapé le fond, quand même. À un moment, quand le truc il passe de 67 000 à 15 000, tu as toujours une petite chandelle verte. C'est quelque chose qu'il faut quand même noter. La deuxième chose, c'est que Bitcoin a été créé sur des fondements de oui, un jour, le monde de la finance traditionnelle et les banques s'effondreront et moi, je serai debout. Naturellement, tu vois les banques aux États-Unis qui battent de l'aile, tu as le Crédit Suisse qui est pas bien, tu vois parler de toutes les banques partout et tu vois le ministre des Finances qui dit non, vous inquiétez pas, nous, les banques françaises sont solides. Tu dis bon, si c'est le moment d'acheter un Bitcoin, c'est peut-être là. En plus, le truc il coûte pas cher, en tout cas beaucoup moins cher qu'eux. Il y a eu ce sentiment. Après, il y a des gens qui disent oui, c'est ça qui fait que le Bitcoin explose. Non. Je pense réellement que si le système bancaire américain était en train de s'effondrer, Bitcoin prendrait 5 000 € par heure. C'est quelque chose qu'il faut rappeler aux gens parce que tout le monde est en train de se faire une belle histoire et en train de se dire que ça y est, demain il va exploser. Je pense, et j'espère pas, parce que s'il explosait violemment demain, ce serait probablement parce qu'on aurait plein d'autres problèmes à côté. Il y a également CZ, qui s'est vu, donc le directeur de Binance, qui s'est vu interdire son stablecoin et qui a donc décidé de mettre $1 milliard de réserve sur Bitcoin, sur Ether et sur BNB. Il le dit sur Twitter, sans totalement décomplexé. Et il y a également le fait que les taux des banques centrales se sont un petit peu détendus. Et donc, il y a un peu moins d'intérêt à laisser dormir de l'argent directement sur ces fameux taux directeurs et sur ce que proposent les banques retail. Et donc, il y a des investisseurs qui reprennent un petit peu de risque et qui réinvestissent un peu de liquidité, pourquoi pas, sur ce fameux Bitcoin qui les a portés en 2021 et qui aujourd'hui a un prix beaucoup plus accessible. Voilà, il n'y a pas de réponse parfaite, j'oublie peut-être certaines composantes, mais pour moi, c'est ce qui fait que Bitcoin a un petit peu de baume au cœur dans les dernières semaines. Enfin, baume au cœur, il est passé de 19 000 $ à 27 000, j'avais besoin de ce baume. Mais concrètement, est-ce que c'est durable? Est-ce que ça va durer quelques mois? J'en sais rien. Mais je sais que ça donne de la liquidité et un petit peu de ressources à des entreprises qui en avaient besoin, parce que ça fait un petit 14-16 mois qu'elles voient les cours s'effondrer et que ça donne des énergies aux équipes qui se lèvent le matin. Et ça, c'est important. Ceci n'était pas un conseil d'investissement, du coup, je précise vraiment. Ah, je me fais fracasser après. On a Aurore Galipette, du coup? Non. Non, une vraie question. Aujourd'hui, en vrai, comme tu disais, il y a beaucoup de projets qui perdent leurs clients, en fait, ou leurs clients potentiels. Est-ce que tu as des points qui font qu'on peut éviter un scam, des sujets précis qui montrent que c'est pas forcément un scam comme projet? C'est une grosse leçon, et puis je me prends encore des paumes. Hein. Je vais être totalement franc, hein. Je fais le malin, ça fait 7 ans que je suis dans cet écosystème, j'ai monté plein de boîtes, UST est arrivé, je me suis fait fracasser. Hein. Il y a des gens qui arrivent en mode, tu sais, la certitude est un luxe de spectateur. Je savais que ça allait arriver, je savais que c'était un scam. Tu entendras ces phrases-là après, tout le temps, après le problème. Parce que ça fait partie du jeu. Donc tu peux jamais vraiment savoir. Tu peux toujours te recentrer sur l'humain, avoir une vraie conviction sur le service, et tu peux te poser la question suivante. Si Bitcoin était divisé par 4, est-ce que les gens l'achèteraient? Si les gens n'étaient pas là pour le profit, est-ce que cette solution est utile? Je suis presque sûr que tu n'as pas besoin de ce chien coloré. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Hein. En tout cas, je me suis jamais dit, ouais, je serais plus heureux si je l'avais. Alors évidemment, je caricature parce qu'il y a des NFT artistiques qui sont très bien, mais un bon 95% des NFT qui ont été créés, c'était pour participer à une vague. C'est ça qu'il faut se demander. Est-ce qu'on est en train de surfer une vague qui est une tendance, qui a un effet de mode, ou est-ce qu'in fine, ce que ces gens sont en train de créer, pas forcément ce qu'ils ont créé aujourd'hui, mais ce qu'ils veulent créer, c'est un truc que j'utiliserais bien.
Et je me rends compte que cette période-là est une bonne curation parce que ça permet, quand la marée baisse, de te rendre compte que, OK, j'utilisais 25 trucs inutiles, j'ai gardé 3-4 services blockchain utiles, j'utilise ça pour échanger mes cryptos, j'utilise ça pour les sécuriser, j'utilise ça pour créer des NFT ou pour faire... Et là, tu commences à prendre du recul et à te dire, OK, ça, c'est ce qui, selon moi, crée de la valeur. Et en créer, même quand il n'y a plus d'argent, en fait, et quand on n'est plus drivé par le profit, mais bel et bien par un usage. Et je pense que le profit, c'est bien, mais c'est un métier, d'accord ? Normalement, monsieur tout le monde n'a pas à prendre des positions pour prendre du profit. C'est pour ça qu'on doit se tourner vers des solutions qui sont utiles. Et pour qu'elles soient utiles, tu dois te poser, est-ce qu'elles me servent réellement à moi ? Est-ce qu'elles serviront à d'autres ? Et est-ce que, si cette entreprise ne propose pas le produit parfait aujourd'hui, je crois en eux pour le proposer demain, tout simplement. Merci. Concrètement, des NFT utility là, que tu regardes? Pas de conseil en investissement, il y a une utility. C'est clairement un conseil en investissement. Je vais être totalement franc, je regarde très très peu les NFT. Premièrement, parce que je suis concentré sur mon propre bateau en ce moment. Hein. On travaille comme des fous et je m'intéresse encore peu au monde du NFT parce que pour moi, il y a eu trop de bruit. Justement, le point de capitulation des NFT était il y a quelques semaines, quelques mois pour moi. Et c'est dans 4-5 mois, quand on aura vu qui a réussi à survivre au Deep et qui a réussi à continuer à construire dans cette période, que je vais venir et que je vais commencer à faire mes courses. À me dire qui est là, qu'est-ce qui construit. Il y a des choses qui me plaisent. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans les ENS, donc les noms de domaine décentralisés. Le fait que ce soit incensurable, le fait que personne ne puisse tout simplement le prendre ou encore en abuser, le fait que n'importe qui peut maintenir son propre ENS et son propre nom de domaine en .crypto, en .ether, ça me plaît. C'est utile et ça sert à beaucoup de choses. Il y a en fait des utilities en NFT, il y en a beaucoup et je pense que les plus beaux usages n'existent pas encore. Parce que c'est maintenant qu'on va avoir le temps pour les créer. Il y en a quelques-uns, il y a quelques pistes, je pense qu'il y a des trucs incroyables à faire dans l'identification numérique. Tout ce qui va être Decentralized ID et le fait de pouvoir arriver quelque part et par exemple si on vous dit prouvez que vous êtes majeur, pouvoir prouver que vous êtes majeur sans montrer votre passeport avec votre nom, votre date de naissance et votre localisation par exemple. Je suis certain qu'on sera un jour dans un monde où l'authentification et la preuve d'identité à distance sera à travers le NFT par exemple. Et ça pour moi, investir aujourd'hui c'est compliqué. J'ai des solutions, j'ai pris des participations dans des boîtes qui faisaient déjà ça parce que je ne pouvais pas attendre ce type-là pour prendre des participations. Et je connais de nombreuses entreprises qui travaillent là-dedans, notamment Synapse qui fait un DID. Mais c'est toujours pareil. Proposer une identité décentralisée, c'est génial. Je pense que c'est novateur. Mais tant que ce n'est pas accepté sur France Connect, tant que ce n'est pas accepté pour aller voter, tant que ce n'est pas accepté pour se connecter à Binance ou pour se connecter à votre banque, ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'il faut non seulement avoir l'innovation, mais qu'il faut, encore une fois, et du coup ce sera le fin mot de mon pitch, du temps pour que les gens le comprennent, pour que les gens l'adoptent, pour que les gens l'intègrent techniquement et finissent par dire que c'est bien beau de créer une clé numérique infalsifiable, mais il faut que cette clé elle puisse servir à ouvrir une porte. Et ça prend du temps parce qu'il y a des humains, parce qu'il y a des lois et parce qu'on essaye de tout faire en sorte que... Et ce qui a tué FTX, ce qui a tué UST, c'est pas simplement des bugs techniques, c'est des hypercroissances trop rapides. FTX était l'un des plus gros exchanges au monde qui avait 2 ans et demi de maturité. Ça fait 6 ans qu'on a notre boîte et on corrige encore des choses, on fait des process et on augmente la conformité. En 3 ans, j'aurais fait n'importe quoi. UST, c'est pareil, c'est pas simplement un écosystème qui valait 45 milliards. C'est un écosystème qui, 3 mois avant, valait 3 milliards. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'à un moment, même si c'est un élastique, et même s'il est fait pour ça, si tu tires dessus, tu le pètes. Eh bien, à un moment, il faut prendre le temps. Et quand tout le monde est là, quand tout le monde est calme, et quand tout le monde se dit « Oh, cette année, il n'y a rien à faire dans les cryptos », eh bien, au contraire, c'est maintenant que ça se joue. Et ceux qui ont encore les ressources vont le prouver. En tout cas, je l'espère. Merci à tous.